Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour notre Facebook Live à la Maison de la Presse et de la Communication de Liège, rue Haute-Sauvenière, sur le thème « Quel avenir pour nos clubs de football liégeois ?» le Standard et le RFC Liège, avec deux invités ce soir que l'on remercie déjà. Pierre Locht, CEO du Standard, Jean-Paul Lacomble, président du RFC Liège et avocat du Standard. Alors Pierre Locht, on commence directement par la présentation du club, de son organigramme en général. On sait que les investisseurs américains ont repris le club à la fin de la saison dernière, 777 Partners. Comment est-ce que le Standard fonctionne aujourd'hui? D'abord, merci pour l'invitation. Oui. En effet, l'actionnariat du Standard de Liège est aujourd'hui américain. Donc, c'est la société 777 Partners qui possède l'entièreté des parts. Et donc, aujourd'hui, au niveau de l'actionnariat, le lien principal que nous avons au niveau du management du club se fait avec une entité qui est basée à Londres, qui s'appelle le 777 Football Group, donc qui est vraiment l'entité qui dirige le projet football de 777, vu qu'on sait qu'il y a d'autres clubs. Il n'y a pas que le Standard. Mais alors, au Standard en lui-même, on est une structure, composée, si on exclut tout ce qui est sportif, donc joueurs et entraîneurs d'une septantaine d'équivalents temps plein. Et alors, au-delà de ça, on a un comité de direction que j'ai la chance de diriger. Et puis, on a différents départements basés soit au stade, soit à l'Académie Robert-Louis Dreyfus. Et donc voilà, c'est ça dans les grandes lignes le fonctionnement du club aujourd'hui. Avec bientôt tout le rassemblement au Sartillement. C'est en effet quelque chose que j'aimerais bien réaliser. Je pense que ce serait positif pour notre fonctionnement de ne plus être scindé en deux et de regrouper un maximum de services en haut, en effet au centre d'entraînement, parce que c'est là que le club vit au quotidien. Et je pense que c'est ce que de plus en plus de clubs font ou essayent de faire quand ils le peuvent, c'est d'avoir les activités vraiment regroupées au centre d'entraînement et que le stade soit plus un lieu d'événement. Jean-Paul Lacomble, le RFC Liège, sa structure et son organisation. Alors, à mon tour de vous remercier d'avoir organisé ce derby. Football Club Liégeois est dirigé en société anonyme, avec un actionnariat liégeois, 12 investisseurs qui, à l'époque, il y a 11 ans, ont sauvé le club en créant cette société. Nous, le tour du personnel est plus vite fait. Si on enlève les joueurs et les entraîneurs, nous sommes une demi-douzaine, mais prêts à franchir le pas si les décisions sportives sont adéquates vers le professionnalisme et à ce moment-là, à renforcer bien sûr la structure. Alors à mes côtés ce soir, Didier Schins, collègue de la Meuse, Gazette des Sports, Sudinfo. Alors Didier aussi, la parole est à toi pour interviewer nos invités. Il y a aujourd'hui deux divisions d'écart entre les deux clubs. C'est bien que l'ambition de Liège c'est le pas est tout près d'être franchi, c'est de rallier d'abord dans un premier temps la Challenger Pro League. Il y a un débat qui faisait rage à l'époque quand on avait trois clubs ici à Liège, Serein, le Standard et le Football Club de Liège en division 1 au plus haut niveau. Est-ce qu'il y a place simplement encore aujourd'hui, en 2023, pour 2 ou 3 clubs professionnels à Liège? Je vais commencer, si vous le permettez, par reformuler légèrement l'introduction de votre question. Vous dites le pas est prêt à être franchi. Il reste 13 matchs et ce n'est pas uniquement de la superstition de rappeler et de répéter que on monte quand on monte et on ne part pas montant même pour le dernier match. On a déjà plusieurs fois dans l'histoire récente du Football Club liégeois trébuché sur la dernière marche. Donc nous sommes tous persuadés et plein de volontarisme que ça ne nous arrivera pas cette fois, mais nous ne sommes pas sur le point de monter. Nous sommes bien placés, mais nous devons encore transformer l'essai. Je vais reformuler une deuxième fois votre question au risque d'être insupportable. Je ne sais pas s'il y a place pour 3, 4, 12 clubs professionnels à Liège. Je sais qu'il y a de la place pour le Standard et pour le Football Club liégeois, qui sont deux clubs historiques, qui ont leur histoire, qui ont leur tradition, qui ont leur public. Et donc la question, pour moi, ne se pose qu'à partir du 3e, mais ne se pose pas pour le Standard et pour le Football Club liégeois. Bien sûr, il y a de la place pour nous deux. Pierre Locht. Oui, je vais rejoindre Jean-Paul là-dessus. Je pense clairement que les deux clubs ont suffisamment d'histoire, ont une base de supporters
bien ancrés que pour pouvoir constituer tous les deux des clubs professionnels viables et sains pour l'avenir. Et je pense que ce serait positif pour la ville de Liège de pouvoir avoir ces deux clubs-là dans l'élite. Jean-Paul, on revient un peu sur la saison passée, justement. Vous avez raté le coche de très peu, d'où votre méfiance actuelle. On y croira dès qu'on y arrivera et que ce sera vraiment certain, mais vous êtes vraiment passé très près la saison dernière. Mais on est passé à 45 minutes la saison dernière, oui. Et avec une fin de saison polluée par l'extra-sportif et par le recours de Dinder pour tenter de dérober 3 points qu'ils avaient perdus sur le terrain, et avec, on l'a dit à plusieurs reprises et je le répéterai aussi, avec une attitude du sport comité dans le comité dit sportif de l'Union belge qui, dans ce dossier, a joué un très sale rôle au point que lorsque nous avons gagné en appel, le comité d'appel a dit que le sport comité n'avait plus présenté les apparences minimales de l'impartialité. Donc il faut le faire d'être allé jusque-là. Et il est évident que ça a pollué psychologiquement l'ensemble du tour final. Maintenant, c'est sportivement qu'on a perdu la montée en gérant mal le dernier match. Et d'autre part, en ayant sans doute perdu en cours de saison les quelques points qui ont fait la différence. Je rappelle qu'on avait 4 points d'avance au début du tour final, mais qu'en vertu de la règle qui existait juste à ce moment-là, ils ont été divisés en 2. On a commencé avec 2 points d'avance. Et finalement, on finit avec 1 point de retard, ce qui veut dire qu'au nombre de points gagnés tout au long de la saison, nous sommes l'équipe qui a gagné le plus de points l'année dernière, et c'est un artifice du règlement qui fait qu'on a trébuché. Alors, on ne pleure plus sur le lait renversé, mais on garde ça en tête. Et en termes de vigilance sur le plan sportif, on va plus gaspiller des points. On va tenter réellement à chaque fois de creuser l'écart. Et même s'il apparaît de plus en plus significatif, c'est loin d'être terminé. On va rester appliqué. Et je voudrais ajouter que on ne nous la fera plus non plus sur le plan administratif. Il y a à nouveau un dossier qui est celui olympique de Charleroi qui tente de récupérer des points perdus sur le terrain à OHL. Mais nous sommes intervenus dans ce dossier pour aller voir ce qui se passe. Il s'est passé des choses bizarres par le passé. Nous n'avons pas l'impression que l'Olympique de Charleroi serait le genre de club avec qui il se passerait des choses bizarres cette année, je le dis de suite. Mais on a quand même décidé d'aller voir, parce que le sport comité qui voulait nous imposer un forfait l'année dernière, mais pour des faits nettement plus graves qui consistaient à avoir aligné un joueur qui n'était pas sur la feuille, avait condamné notre rival Patro Heisden à quelques centaines d'euros d'amende. Donc à 2 poids 2 mesures qui était absolument choquant. Et donc on a décidé que ça ne se passerait plus dans notre dos et qu'on retenait cette leçon-là aussi. Il y a toujours eu beaucoup de rivalité entre les deux clubs et c'était sympa à l'époque. C'est des derbys toujours appréciés. Comment est-ce qu'au Standard on voit la réussite actuelle de Liège et comment est-ce qu'à Liège on analyse un petit peu le passage un peu plus difficile du Standard sur le plan financier en tout cas, même si sportivement le Standard commence à redresser la tête. Pierre ? Oui, si je vais commencer, alors je vais pas m'exprimer au nom de tous nos supporters évidemment, c'est compliqué, mais mon sentiment, mon impression, c'est qu'il y a toujours un peu un double regard par rapport au RFC Liège et au renouveau qu'on voit et au nouveau projet qui est en train de grandir là-bas. C'est d'un côté, il y a une rivalité qui est restée, qui est historique et qui est encore là, et donc par rapport aux rivaux, les supporters sont jamais très positifs et leur souhaitent pas toujours les meilleures choses. Mais d'un autre côté, il y a cette nostalgie là aussi, ce sentiment que ce serait positif pour le foot wallon et le foot liégeois, et aussi je pense l'envie et l'excitation de pouvoir retrouver ce derby là. Donc je pense qu'il y a un peu un sentiment ambivalent par rapport à ça, mais je pense qu'il y a tout sauf de l'indifférence en tout cas. Je réponds aussi de façon prudente. Il n'y a pas le prototype du supporter qui serait représentatif de tous les autres. Il y a pas mal de supporters à recours, osons le dire, qui se réjouissent des ennuis que pourrait rencontrer le Standard. Il y a aussi pas mal de gens qui sont profondément liégeois et qui ont en tête, y compris le bien-être sportif de leur ville, et qui peuvent aussi reconnaître que le Standard peut, à certains moments de son histoire, y avoir contribué. Donc on rencontre quand même sur les travées, même à recours, des opinions différentes. Mais si je vous dis que chaque supporter du Football Club liégeois souhaite du bien au Standard, ça je crois que j'exagère un peu. Peut-être la saison prochaine, on aurait des derbys entre le SL16, le club de D1B et le RFC Liège, Asclessin.
et puis à recours. C'est une possibilité en effet, ce sera potentiellement la première étape. On verra si ce sera à Sclessin. On sait, c'est pas un secret qu'on cherche potentiellement pour épargner notre terrain à trouver une autre enceinte pour nos U23, mais pour le moment c'est à Sclessin. Donc c'est vrai. Bon après, je pense que ce ne serait qu'un avant-goût parce que voilà, ce serait l'équipe U23, c'est quand même pas pareil. Mais voilà, ça pourrait être un avant-goût de ce que pourrait être le derby si le RFC Liège continue sa progression. Et on y pense déjà aussi à recours? On pense à monter et ensuite on sait qu'on risque alors de rencontrer les jeunes du Standard qui, eux, sont bien partis, je pense, pour assurer leur maintien. Donc on connaît cette donnée. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de la perspective de rencontrer les jeunes du Standard pour vouloir à tout prix monter? Ça, je pense pas. Le Standard est passé sous pavillon américain. À Liège, Jean-Paul, tu l'as dit, c'est un actionnaire 100% liégeois. Est-ce que l'arrivée d'un nouvel investisseur est une nécessité pour Liège pour continuer son développement ou pas? Une précision et puis la réponse à votre question. La précision, c'est à notre niveau, il est parfaitement possible et raisonnable d'avoir un actionnariat purement local. On fait un effort sérieux l'année dernière et cette année-ci dans le cadre d'un plan de 2 ans pour monter. C'est un effort qui est à la mesure d'un actionnariat local. Je dis en guise de boutade, et c'est vraiment une boutade, que 1 an de perte au Standard l'année dernière, ça fait 10 ans de budget du Football Club liégeois. Donc, on ne boxe pas dans la même catégorie, on sait assumer ceci entre liégeois. Monter en D1B avec notre actionnariat, c'est parfaitement possible, on espère pouvoir vous le confirmer dans 3 mois. Y rester, ça nous semble aussi parfaitement possible. Si maintenant on veut rejoindre la D1A avec un autre monde et avec un stade à construire, parce que notre petit stade aménagé à recours, il peut nous permettre la D1B, il peut pas nous permettre la D1A, mais là il est vraisemblable qu'il faudra aussi des investisseurs qui boxent dans une autre catégorie. C'est quelque chose dont on parle, c'est quelque chose auquel on a réfléchi et c'est quelque chose qui se fait sans urgence. Donc on n'est pas un club aux abois, on n'est pas un club qui attend qu'on vienne le dépanner. Donc on a parfaitement le temps et de réfléchir et de choisir nos interlocuteurs. Mais il va de soi, c'est très clair qu'on y pense et qu'on y réfléchit. Puis on a un peu le sentiment que de nombreux clubs de division 1A, Westerlo, le Cercle de Bruges, Serein, sont passés un petit peu sous bannière étrangère. C'est de la nouvelle donne du football belge au plus haut niveau? Je pense que c'est une nouvelle donne dans le football mondial. Je dirais, c'est vrai qu'il y a ce phénomène-là d'investisseurs étrangers, d'investisseurs américains notamment, qui sont intéressés par l'industrie du football, je pense, par les clubs de football. Donc voilà, ça ne touche pas que la Belgique, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples en Belgique récemment. Je pense que le championnat belge est attractif à pas mal d'égards pour ces investisseurs-là, notamment au niveau de sa position, je pense, de la possibilité de mettre des joueurs en valeur là, des règles au niveau étranger qui sont encore relativement souples par rapport à d'autres pays. Donc c'est vrai que c'est une donne générale et bon, je pense que ça va se poursuivre dans les prochaines années. Et c'est quoi l'apport concret au quotidien de l'investisseur, de l'actionnaire américain? Je pense que c'est un apport général. D'abord, c'est un apport financier, il ne faut pas se le cacher. C'est un apport qui était indispensable au niveau financier à court terme. Et puis après, voilà, c'est une autre vision, c'est un autre modèle. On a de la chance, je pense, au niveau du Standard, que c'est un modèle basé sur l'identité forte des clubs. Donc on sait que 777 recrute, je veux dire, essaye d'acquérir des parts dans des clubs historiques dans leur pays, qui ont vraiment une histoire, qui ont une fanbase et qui ont une marque forte. Et contrairement à d'autres groupes, l'intention n'est pas de mettre en valeur l'identité du groupe, donc il n'y a pas de changement de nom, encore moins de changement de couleur, etc. Leur volonté, c'est justement de dire on achète des clubs forts, donc c'est pour mettre en valeur l'identité et l'histoire de ces clubs-là. Donc ça, c'est le côté positif. Après, pour le moment, c'est encore une année d'apprentissage, mais c'est vrai que l'échange qu'on peut avoir entre clubs et l'apport de cette structure à Londres Football Group amène quand même une certaine expertise, amène de nouvelles choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. Mais comme j'aime bien le rappeler, au quotidien, le club est géré depuis Liège et il y a très peu d'interférences positives. C'est plus nous qui sollicitons l'actionnariat pour avoir des idées ou des références dans certains dossiers, mais il y a peu d'interventions proactives de leur part au quotidien. Avec justement des augmentations de capital,
la demande de licence introduite que l'on espère obtenir directement au Standard et puis à Liège? Oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs augmentations de capital successives. Il y en aura sans doute encore un peu. Donc ça, c'est les apports qui sont amenés par l'actionnaire, tout simplement pour permettre la poursuite des activités du club. Ça, c'est vraiment l'optique aujourd'hui. Et donc de gagner du temps pour restructurer et remettre en place un modèle un peu différent que par le passé. Après, oui, il y a l'échéance de la licence ici à court terme, qui en principe ne posera aucun problème. Voilà, étant donné qu'il y a encore des augmentations de capital à opérer, certaines opérations, comme je dis, je suis prudent quant à la promesse que je dirais qu'on l'aura directement au premier tour, ça se sera à voir. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que le processus se conclura de manière positive. Liège, lui, de son côté, a rentré son dossier le 15 février dernier avec cette demande de licence, donc qui inclut, vous l'avez dit, nouveau terrain, augmentation des tribunes et un éclairage renforcé, notamment. Oui, donc on avait déjà obtenu la licence pro l'année dernière, hein, on pouvait monter en ayant fait les travaux nécessaires au stade, Oui. Notamment l'éclairage et les tribunes complémentaires. Cette année-ci, il y a une nouvelle exigence pour la licence qui est une sorte de diplôme pour le terrain synthétique, donc on va remplacer le nôtre. Et comme cette disposition-là est arrivée maintenant dans les dossiers licences, le manager, l'auditorat des licences accepte que la signature du bon de commande soit suffisante. Sinon, c'est évidemment planter un poignard dans le dos de tous ceux qui devaient changer et qui n'ont évidemment pas l'occasion de le faire en cours de saison, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'en cours de saison, on joue. Donc, en effet, c'est un peu difficile de faire ces travaux-là à ce moment-là. Et sur le plan financier, on présente un dossier qui est assez similaire à celui de l'année dernière, où nous avions obtenu en première session la licence pro, avec évidemment beaucoup de questions qui viennent de l'auditorat des licences, qui dit notamment, mais tiens, sur quel élément basez-vous telle ou telle estimation budgétaire? C'est évidemment toujours un peu plus difficile quand vous vous apprêtez à arriver dans une division. Celui qui y est depuis plusieurs années, c'est faire référence à son passé. Ici, il y a une série de chiffres qui sont un peu plus sûrs en termes de droits de télévision, etc. En termes de fréquentation du public, on peut penser que c'est plus, mais combien plus? Ça, c'est évidemment des estimations. Mais on ne comprendrait pas de ne pas avoir la licence en première session cette année, alors qu'on l'a eu en première session l'année dernière. Un point commun des deux clubs, c'est le projet du stade dont on parle depuis quelques années déjà. Est-ce qu'on peut dire que dans les deux clubs, autant au Football Club liégeois qu'au Standard, les dossiers, pas qu'ils sont abandonnés du tout, mais qu'ils sont peut-être plus, dans la situation actuelle, prioritaires? On peut dire ça ou pas? Je ne vais évidemment répondre que pour ma partie de la question. Certainement pas abandonné. Et par contre, oui, une adaptation du timing, mais qui tient compte non pas juste d'une modification de notre état d'esprit, mais d'une modification du règlement. Précédemment, pour monter en D1B, il fallait un stade de 5000 places. Ça, on savait pas le faire dans notre petit stade. Et il fallait, dès la saison suivante, avoir un stade de 8000 places. On savait encore moins faire dans notre petit stade actuel. Donc, on ne pouvait envisager de monter en D1B qu'en ayant un stade de D1A. Et donc, ça voulait dire qu'il fallait construire le stade avant de construire l'équipe. Être champion et ne pas avoir le stade, c'était grotesque. Donc, il fallait d'abord le stade et puis l'équipe. Dès lors que la modification du règlement signifie maintenant qu'il faut 4000 places pour monter, et ça, on les a dans notre petit stade suite aux transformations, et qu'il ne faut le grand stade, pour l'appeler comme ça, que pour monter en D1A, bien simplement, les priorités sont inversées. On peut d'abord avoir l'équipe et ensuite le stade. Et c'est à quoi nous travaillons. Donc, les priorités ont été inversées, mais ça ne veut pas du tout dire que le projet de grand stade est abandonné. À notre niveau, le projet de stade est toujours là. En effet, on sait qu'on a obtenu un permis pour le faire. Maintenant, c'est vrai que c'était pas une priorité après le rachat par 777. Néanmoins, le projet a été analysé, étant donné qu'il était là et qu'il y avait certaines échéances même qui étaient prévues. Et c'est vrai qu'il a été choisi de ne pas l'activer directement parce que l'analyse de rentabilité n'était pas concluante. Puis bon, il y a eu beaucoup de changements et l'augmentation aussi des coûts. On parle quand même d'un chantier de 130-140 millions d'euros, donc c'est assez énorme. Donc voilà, pour le moment, l'étude continue pour savoir ce qu'il faut faire. Le constat aussi qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas une extrême urgence non plus à notre niveau de réaliser ce projet. Le stade de Sclessin, comme il est là, bien que plutôt jeune, répond globalement aux besoins du club.
Donc voilà, on continue à étudier ce dossier, on continue à essayer de le renforcer, le business model derrière ce projet de stade. Mais en effet, c'est pas un besoin impératif à court terme. Avec l'introduction peut-être de commerce ou autres fonctions non sportives. C'est un élément important, c'est vraiment ça qu'on doit trouver, c'est quelle va être la vocation de ce stade en dehors des matchs. C'est vrai qu'on a l'arrivée du tram qui est un potentiel très intéressant pour nous. Mais voilà, on n'a pas encore aujourd'hui trouvé vraiment la vocation principale à ce stade en dehors des matchs, et c'est une condition indispensable pour se lancer dans un projet d'une telle ampleur financière, c'est d'avoir une certaine garantie de rentabilité que ne peuvent pas offrir la seule activité du football, même professionnel, dans un stade de cette ampleur-là. Ou de grands événements culturels ou autres, par exemple. Oui, c'est ça. On essaie déjà d'organiser d'autres événements. Après, on sait que c'est très compliqué avec le terrain. On peut faire très peu de choses sur le terrain sans l'abîmer. Donc on est très limité par rapport à ça. Et le stade non plus n'est pas conçu en soi pour réaliser des concerts, etc., etc. Donc voilà, on doit réfléchir, on doit trouver la bonne formule et on prend le temps de le faire. Jean-Paul Lacombe est président depuis un certain temps. Au Standard, on a connu un président très cartésien, Roland Duchâtelet, un président très passionnel, très émotif, très passionnel, Bruno Venanzi. Tous les deux ont finalement été chahutés par le public. Mais qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour gérer, pour diriger un club comme le Standard, puisque ni l'un ni l'autre n'ont convenu finalement? Je vais être très prudent dans ma réponse parce que je vais me garder de donner des leçons par rapport à ça. Et même par rapport à la qualification des deux derniers présidents, je pense que voilà, c'est en effet un peu l'image qu'ils ont eue, mais je crois que Roland Duchâtelet pouvait être parfois très émotionnel aussi, et Bruno pouvait aussi être très carré. Donc voilà, on sait que c'est compliqué parce que c'est vrai que voilà, c'est un club très très chaud. Les supporters sont très très attachés à l'identité du club, et pour une frange en tout cas d'entre eux estiment devoir être le garant de certaines choses. Donc voilà, je vais pas aujourd'hui dire ce qu'il faut, mais c'est vrai que le challenge principal, je pense, c'est de réussir d'amener de la stabilité et de la sérénité au niveau de la direction, parce qu'on sait que sur le terrain, ce sera toujours très émotionnel, ce sera toujours des hauts et des bas. Et le challenge principal au Standard, je pense, c'est réussir à amener un peu de sérénité en dehors du terrain, même si on sait que ça reste les résultats qui dictent en grande partie le niveau de pression qu'il y a autour du club. Ça y a rien à faire. Jean-Paul, c'est quoi les qualités que doivent avoir un dirigeant de club aujourd'hui? Il n'y a pas une réponse, et il y en a donc beaucoup ou bien pas du tout, et je suis sans doute très mal placé pour avoir une opinion à cet égard-là. Moi, je constate que il faut un minimum de passion, et je pense en tout cas que le fait d'être au bas mot supporter du club que l'on préside, c'est un minimum. Mais deuxièmement, il faut pas se laisser emporter par cette passion-là. Ici, comme des milliers de Liégeois, je trépigne à l'idée de monter, mais on essaye, malgré les efforts qu'on fait, de les maintenir dans des limites qui sont notamment compatibles avec le long terme. Le but n'est pas de brûler en une fois un feu d'artifice et de redescendre la saison suivante. Donc il faut, si on veut s'inscrire dans du long terme, il faut s'inscrire aussi dans une forme de rationalité. Maintenant, sans doute, et je vais faire preuve de la même prudence que Pierre, mais il faut peut-être aussi le cuir un peu tanné, parce qu'on vit quand même dans une région où il faut se rendre compte qu'on n'est peut-être pas toujours spontanément positif. Il y a des endroits au monde où il y a sans doute un peu moins de propension à voir le négatif ou à voir le verre à moitié vide quand il est aussi à moitié plein. Et il est clair que dans une période de réseaux sociaux, dans une période de société qui se durcit, dans une période où on passe un peu plus vite à l'invective qu'à la proposition concrète, il faut parfois s'accrocher. Et je pense que chaque dirigeant a connu des périodes où, tout en ayant bien travaillé, si une balle touche le piquet puis sort au lieu de rentrer, sa semaine va être fondamentalement différente. Et ça fait partie des avantages du foot quand le ballon tourne bien, et ça fait partie de ce qui est très décourageant dans le foot quand il tourne moins bien. Mais donc je dirais en tout cas ne pas sous-estimer l'impact corrosif qu'une forme de négativisme peut avoir sur la motivation des uns et des autres. Ça fait
Si quelqu'un me dit quelle est la première qualité, voilà, j'ai répondu tout à l'heure qu'il n'y avait pas une réponse, mais en tout cas fait partie de ça le fait d'avoir le cuir un peu tanné. On voit en même temps que vous nous parlez des résumés de matchs du RFC Liège au petit stade de Recours. En D1B, ce sera encore un peu plus facile de trouver de nouveaux partenaires? Mais il est un fait que, en rejoignant le football professionnel avec la diffusion de chaque match en direct à la télévision, on s'ouvre immédiatement une nouvelle catégorie de partenaires. Est-ce que c'est facile d'aller les décrocher? C'est quand même la crise pour pas mal de monde. Mais en tout cas, c'est un autre modèle économique fondé davantage sur les droits TV que sur la présence massive au stade ou la consommation dans les buvettes, hein, pour appeler un chat un chat. Et donc, en tout cas, on nourrit un certain nombre d'espoirs quant à l'impact économique, mais avec le volontarisme qui doit l'accompagner. Hein. On ne pense pas que sous prétexte qu'à un moment donné, on va avoir par hypothèse cet objectif que nous attendons tous et pour lequel nous travaillons. On ne pense pas qu'il y aura des sponsors qui feront la file d'attente pour qu'on leur ouvre la porte. Hein. Si ça se savait ou si ça se passait comme ça, je pense que beaucoup l'auraient déjà mis en œuvre. Au Standard, on a parlé donc du stade. On réfléchit sur les différentes possibilités. Il y a les loges aussi au Standard. Et là, il y a des demandes, des files d'attente de partenaires. Des files d'attente, non, je pense pas. C'est vrai que bon, le taux d'occupation est bon, a toujours été bon au Standard, donc on n'a pas à se plaindre. Mais c'est vrai que voilà, c'est la crise pour beaucoup d'entreprises, donc c'est pas facile. Et je pense que de manière générale, le modèle de sponsoring à l'ancienne est un peu dépassé. Donc aujourd'hui, les partenaires du club attendent un retour, attendent de plus en plus qu'on puisse. Ils doivent aussi justifier l'investissement qu'ils font dans les clubs, donc on doit pouvoir fournir des preuves du retour en termes de visibilité qu'a un partenaire en s'associant à l'image de notre club. Donc voilà, ça reste un travail constant. Il faut aussi innover. On essaye vraiment d'amener ça et on essaye aussi à ce niveau-là d'avoir un peu des contacts avec les autres clubs ou avec notre actionnaire américain pour voir ce qui se fait pour améliorer l'expérience des supporters quand ils arrivent, mais aussi améliorer l'expérience des partenaires business lorsqu'ils viennent assister à un de nos matchs. Il pourrait y avoir des partenaires communs entre le Standard, Séville ou autres. C'est pas une priorité aujourd'hui de 777, mais c'est pas exclu non plus. S'il peut y avoir des synergies, s'il peut y avoir des intérêts communs, c'est une possibilité. Après, je pense pas que ce sera imminent parce que c'est pas facile. Souvent, les sociétés, même internationales, sont quand même structurées par marché, par pays. Mais c'est pas exclu et c'est parfois des discussions qu'il y a. Oui. Depuis toujours, les deux clubs sont réputés pour la qualité de leur formation. Est-ce que leur avenir, le développement, en parlant de Liège, le redéploiement en parlant du Standard, passera par les centres de formation, par le centre de formation de chaque club? Jean-Paul? Mais je vais d'abord répondre par la négative. Aujourd'hui, nous perdons nos meilleurs jeunes longtemps avant qu'ils soient en mesure d'intégrer l'équipe première. Hein, nous jouons un championnat dit interprovincial. Là où d'autres jouent un championnat dit élite, ce qui veut dire qu'il est assez facile pour des clubs professionnels, et il n'y a pas que le Standard dans la région, de venir chercher nos meilleurs jeunes, même parfois en groupe et même parfois à 6 ans. Hein. Donc ça veut dire que nos tout bons jeunes, ils sont partis longtemps avant d'être aux portes de l'équipe première. Donc pour nous, ce qui serait déjà super, c'est de pouvoir les garder un peu plus longtemps, de pouvoir les amener vers l'équipe première. Et avant de penser à ce qu'on peut faire dans un troisième temps quand ils deviennent des vedettes internationales, on serait déjà très content de pouvoir les garder. Il est devenu difficile pour nous d'avoir notamment U21, une génération qui est montée sans modification depuis l'âge de 14 ou 15 ans. Nous avons des vagues de départ dans certaines équipes de 6, 7 ou 8 ans. Et je ne pointe pas du doigt Pierre, Saint-Tron vient se servir, et l'année dernière OHL est venu nous chercher une demi-équipe en U8 parce qu'il les avait vus à un tournoi quelque part. Donc oui, nous voulons continuer à construire sur nos jeunes. Oui, nous voudrions même continuer, comme aujourd'hui, à avoir une majorité de Liégeois sur le terrain en équipe première, être un club liégeois pas uniquement dans les tribunes, pas uniquement dans sa direction, mais aussi sur le terrain. Mais on serait déjà très content de pouvoir garder nos meilleurs jeunes. C'est un débat, je pense, vraiment intéressant et important.
Oui, bien sûr que pour nous, dans le business model du club et pour la viabilité du club, il faut que des jeunes passent en équipe première. C'est indispensable, encore plus maintenant depuis qu'on a fait l'investissement dans une deuxième équipe professionnelle qui a un coût assez important pour le club. Donc oui, ça fait partie. Après, c'est vrai que je pense vraiment qu'il y a encore du progrès à faire au niveau de la politique de jeunes en Belgique. La difficulté en Belgique, c'est que le pays est très petit. Donc évidemment, nous, on est déjà très proche entre deux clubs, mais de manière générale, c'est très facile pour un jeune de changer de club. Voilà, Jean-Paul parlait de Louvain qui est tout près, et en effet, qui est très actif aussi à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on n'a pas encore réussi en Belgique à mettre des règles en place, je pense, pour protéger un minimum les clubs formateurs. Nous, on est demandeurs de ça, c'est pas un secret, mais c'est compliqué aujourd'hui parce que c'est malheureusement un peu la jungle, il faut le dire comme c'est. Et donc voilà, nous on joue dans ce jeu-là aussi, on en est victime aussi. On a déjà essayé de s'asseoir avec Genk, Anderlecht, parce que ça crée au-delà des conséquences pour les clubs, c'est même souvent, je trouve, très mauvais pour les jeunes en eux-mêmes parce que ça crée une espèce d'emballement, de surenchère autour d'un jeune de 10, 11, 12 ans qui va être très bon, à qui on va déjà promettre monts et merveilles alors que une grande partie du chemin reste à faire. Donc, je trouve qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Le Standard est encore pillé. On a parlé de la fameuse génération 2014, fameuse Den Bon Giovanni et tout ça, qui étaient tous partis en même temps. Est-ce qu'il y a encore des clubs belges qui sont terriblement agressifs, voire trop agressifs vis-à-vis en venant chercher des jeunes aujourd'hui? Oui, oui, ça reste. Voilà, comme je le dis, ça reste aujourd'hui malheureusement la manière dont ça fonctionne. Les clubs sont agressifs. La Pro League a essayé timidement de mettre quelques règles en place par rapport au scouting, etc. pour le réglementer. Mais oui, les règles ne sont pas assez strictes. Les clubs ne sont pas assez protégés. Après, il faut voir ce qui est possible aussi dans un cadre légal, évidemment. Un jeune doit pouvoir librement changer de club aussi. Donc, c'est évidemment ça la difficulté. Mais oui, je dis aujourd'hui, pour moi, le fonctionnement actuel n'est pas bon parce que c'est la guerre pour les très bons jeunes. Parce que géographiquement, c'est pas du tout impensable pour une famille d'aller mettre le jeune même à Bruges, un Liégeois qui va à l'internat la semaine et qui revient, c'est tout à fait concevable. Et donc malheureusement aujourd'hui, oui, c'est la dynamique entre les clubs n'est pas positive à ce niveau-là. Du côté légal, évidemment, vous intéresse aussi, Jean-Paul Lacombe, pour cette libre circulation des joueurs. Oui, mais je pense que, et Pierre l'a un peu cerné, la question n'est pas comment est-ce qu'on peut retenir des joueurs par des moyens légaux. Ça, le droit est là et permet la libre circulation dans tous les sens, entre clubs, mais y compris très tôt vers l'étranger, etc. Par contre, c'est comment est-ce que le produit financier que finit par générer un jeune joueur peut alors être réinjecté davantage vers les clubs et notamment son club d'origine, celui qui lui a appris à shotter, celui qui lui a appris à tenir debout en shottant, les indemnités de formation à 5 ans pour faire de la psychomotricité. Ce club-là, s'il a été dépouillé de son jeune rapidement, même si ce jeune devient ensuite une vedette internationale et s'échange à la bourse des joueurs contre monnaie sonnante et trébuchante, le club qui lui a appris la psychomotricité, il est absent du radar. Et ça, c'est pas sain, et c'est pas juste sain parce que le Football Club Liégeois se trouve être un de ces clubs formateurs qui est dépouillé très tôt de ses jeunes. C'est juste pas sain parce qu'on construit pas une pyramide sur la pointe. Le football ne sera fort et ne sera sain que s'il y a une base très forte. Et la base, ce sont tous ces clubs amateurs. Le Football Club Liégeois veut devenir professionnel, mais n'oubliera jamais les 28 années de traversée du désert comme club amateur. Et si on ne construit pas le football sur ce vivier de clubs amateurs et de jeunes joueurs, et pas toujours les plus talentueux, eh bien tôt ou tard le football court à sa perte. Et donc légalement, c'est pas changer la Convention des droits de l'homme, c'est changer les règlements football pour faire en sorte que l'argent ruisselle, pour le dire comme cela, et qu'il retourne aux amateurs lorsque les amateurs ont travaillé très dur pour apprendre la psychomotricité à des gosses qui ensuite s'avèrent être d'excellents footballeurs. Alors on rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez évidemment poser vos questions sur la page Facebook de la Maison de la Presse et de la Communication à Pierre Locke, CEO du Standard, ou à Jean-Paul Lacombe, président du RFC Liège. Didier. Pierre, une composante essentielle au Standard, c'est l'aspect financier. Jean-Paul l'a évoqué tout à l'heure en parlant d'une perte de 20 millions. Effectivement, dans les comptes publiés en fin d'année, effectivement, c'est une perte de plus de 20 millions, une dette de plus de 49 millions. Comment est-ce que le Standard en est arrivé là?
et comment est-ce que le Standard et dans quel délai va essayer de s'en sortir? Donc en effet, les chiffres sont là et ils sont publics, donc il n'y a pas lieu de les nier aujourd'hui. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? De nouveau, je dois être prudent. Je pense tout simplement qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de secret. C'est une spirale négative à un moment d'investissement dans le sportif essentiellement, dans des joueurs, que ce soit en transfert ou en salaire, qui ont été importants et qui ne se sont pas matérialisés par une réussite sportive, combinée, c'est vrai aussi au Covid. Évidemment, le Covid a frappé plus durement les clubs dont les revenus stade étaient importants aussi. Enfin, je veux dire, c'était une partie très importante pour nous. Ça a affecté aussi le marché des transferts, puisque évidemment, il a été fortement ralenti à ce moment-là. Donc, quand le Covid arrive à une période où le club prend un certain risque, ou en tout cas fait un certain investissement pour essayer de passer un cap, que cela ne se matérialise pas, les conséquences sont doubles. Et donc, je pense que c'est principalement ça qui s'est passé. Et alors pour l'avenir, on veut redresser la situation progressivement. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Je l'ai dit, dans l'immédiat, il y a l'actionnaire qui bien sûr fait les investissements nécessaires pour permettre au club de survivre. Après, il y a une réduction aussi progressivement qui est faite de la masse salariale joueur. Il y a la volonté d'être le plus performant possible sur le marché des transferts, d'intégrer des jeunes, d'augmenter tous les revenus, que ce soit les revenus ticketing, les revenus liés au business, etc. Donc on doit essayer de mieux travailler, d'être très sérieux sur l'aspect financier. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gros progrès qui ont été faits à ce niveau-là. C'est vrai que c'est aussi un apport de notre nouvel actionnaire. Certaines rigueurs dans le reporting au niveau finance a été mise en place. Et donc voilà, maintenant on doit espérer que les résultats suivent parce que ça reste le moteur et puis faire les meilleurs choix possibles au niveau sportif. Pour repasser dans le vert, à quelle échéance? À quel horizon? Comme je l'ai dit, je pense que dans la structure actuelle du Standard, un élément essentiel, c'est l'Europe. Il n'y a rien à faire. Le football européen engendre des recettes supplémentaires, ne serait-ce qu'en termes de revenus qui proviennent de l'UEFA, de ticketing, d'organisation de matchs et aussi évidemment d'exposition des joueurs sur le marché des transferts. Donc je pense que le jour où le Standard pourra retrouver les compétitions européennes, et c'est pas un secret, c'est notre objectif à l'issue de la saison prochaine, donc pas à l'issue de cette saison, mais à l'issue de la saison prochaine. Une saison, le Standard pour être en poule européenne doit coïncider avec une saison où le Standard retrouve le vert au niveau financier. Avec, on l'espère, donc des trophées plus souvent. Aussi, ça c'est clair que c'est la cerise sur le gâteau. Après, voilà, les trophées ne peuvent pas faire partie du business plan ou du business model parce que ça reste quand même fort aléatoire. Aller chercher un titre, une coupe. Ça restera un plus voilà, ça restera momentané. Un plus, mais après, c'est ça qui forge le palmarès du club. Et c'est ça aussi, c'est vrai que le fait de remporter des trophées a une importance essentielle dans le développement d'un club. Mais bon, ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas se baser en tant que dirigeant de club. Jean-Paul, la situation financière de Liège, elle est quelle? Elle est évidemment pas tout à fait comparable à celle du Standard et de Pierre. On est à l'équilibre sur les 10 premières années, avec des saisons un peu meilleures que d'autres et d'autres moins bonnes. Et on a décidé de prendre un certain risque pendant 2 ans, c'est-à-dire l'année dernière et cette année-ci. Mais c'est un risque contrôlé, où on a donc décidé que c'était le moment d'investir, et on l'a décidé pas parce que tout d'un coup on fantasmait sur le monde pro, mais parce qu'il y avait notamment 3 montants cette année, et ça ne se reproduira plus. Donc il nous semblait que c'était le moment ou jamais d'y aller et de franchir ce pas-là. Alors j'exagère en disant le moment ou jamais, parce que il faut jamais dire jamais dans le football non plus, mais en tout cas le moment idéal pour y aller. Donc nos finances sont saines. La dette, quand elle existe, elle est interne. Ce sont aussi bien pour nos tribunes, pour notre terrain, pour notre éclairage, y compris les premières tribunes de recours. Ce sont les administrateurs qui ont mis les fonds à disposition du club. Donc tout ça se passe dans un climat contrôlé. Mais avec les dangers qui guettent si on n'est pas attentif, et on voit tous la tentation, on la ressent, la pression externe dont on parlait tout à l'heure, quand on décide de pas faire un mercato, même parce qu'on juge le groupe suffisant, il se trouve toujours bien des gens pour dire oh là là, on manque d'ambition, etc. Donc pour être un bon gestionnaire, il faudrait dépenser de l'argent à ce moment-là. C'est pas notre
conception. Alors, à tort ou à raison, mais c'est pas notre conception. Mais donc, il faut résister à cette pression-là. Il faut garder son sang-froid, etc. Ce qui sont des choses qui, à certains moments, peuvent être difficiles, notamment quand vous êtes supporter. Et je le disais tout à l'heure, le dirigeant qui est un peu passionné par son club, il a envie de faire toujours mieux. Et simplement, il faut à un moment donné que cette réflexion soit mieux n'est pas nécessairement plus et n'est pas nécessairement plus cher. Mais c'est un exercice quotidien. Alors nous, notre reporting, il est un peu plus liégeois, donc il y a un peu moins la pression d'un actionnaire avec sans doute ses tableaux Excel et la façon dont ça fonctionne avec des actionnaires américains. J'en connais professionnellement, donc c'est un peu moins cela, mais c'est néanmoins la volonté de rigueur pour le long terme. Les supporters du football liégeois ont été traumatisés par les faillites successives, qui ont, y compris, entraîné la perte d'un stade historique. Et la seule chose qu'on a sauvée là-dedans à un moment donné, c'était les couleurs et le matricule. Et pour sauver le matricule, on a dépensé des centaines de milliers d'euros parce qu'il a fallu payer toutes les dettes des directions précédentes. Nous, on n'a pas racheté un matricule qui flottait sur un marché pour gagner quelques divisions. Nous, on a sauvé le nôtre, le matricule historique, mais ça a coûté un pognon dingue, pour paraphraser Macron. Et donc on sait quelles sont les conséquences pour un club d'une faillite ou d'une situation de simili-faillite. Et donc nous avons considéré depuis la première minute où nous avons repris le club, mais qu'on avait une sorte d'engagement moral à l'égard des supporters qui était ne jamais plus amener le club dans cette situation-là et ne jamais plus obliger un repreneur ou un nouvel actionnaire, qui que ce soit, à commencer par devoir apurer les dettes colossales qu'une direction précédente avait laissées. Ça, c'est une forme d'engagement moral. Et on est conscient que ça a pu freiner à certains moments la croissance du club. Si notamment l'argent qui a été investi au moment de la reprise avait pu servir à construire une équipe et pas à payer les dettes de la direction précédente, on serait peut-être monté plus vite. Mais à un moment donné, on a vraiment pris cet engagement qui est un engagement moral, et donc on ne nous fera pas facilement changer d'avis. Un peu aussi la politique du Standard, ne pas prendre des risques, ne plus prendre des risques en tout cas inutiles pour assurer la pérennité du club quelque part. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'optique. C'est de remettre le club sur ses pieds, en effet, de le ramener à une forme d'autonomie financière aussi le plus rapidement possible. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Et quand Jean-Paul en effet parlait d'un mercato calme aussi à l'été, alors même que la tentation peut être grande, voilà, ça me parle aussi évidemment, parce que c'est quelque chose qui est venu par rapport au fait qu'on n'était pas loin du top 4 et qu'on est toujours pas loin du top 4 et qu'on a en effet acté certains départs au mois de janvier, mais en effet il y a une ligne qui est tracée et peut-être qu'à notre niveau, au niveau du Standard, le fait là d'avoir un actionnaire étranger permet de mettre à distance cette pression locale qui peut à un moment être présente sur la volonté d'avoir l'une ou l'autre décision peut-être un peu trop émotionnelle à certains moments. Voilà, on va sans doute avoir les premières questions de nos téléspectateurs, nos spectateurs, en tout cas de ce Facebook Live sur l'avenir de nos clubs liégeois. On nous les transmet en direct, ces questions. Alors pour Pierre Locht, qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée des investisseurs américains? Ont-ils un regard sur les choix tactiques, se demande Stéphanie Dewey. Deux questions différentes. La plus facile, c'est la deuxième. Oui. Donc non, pas du tout. Donc ça a été une des premières choses, ça a été de choisir un entraîneur, évidemment. Et donc le premier choix, c'est pas un secret, c'était Ronny Deila. Et ça n'a pas été facile de réussir à le libérer de New York City, même si son intention était de venir. Mais voilà, on a fait l'investissement qu'il fallait pour l'avoir. Et donc, les choix tactiques, c'est de son ressort. C'est pour ça qu'il est là et c'est pour ça qu'on l'a fait venir. Et aujourd'hui, beaucoup disent que c'est d'ailleurs le meilleur transfert du Standard. C'est ce qu'on entend largement et je ne vais pas contredire ça. En tout cas, c'est un bon transfert dont on est très content. Et alors, par rapport à ce qui a changé, à la fois beaucoup et pas beaucoup, ça dépend comment on regarde les choses. Il y a eu peu de départs dans les personnes qui étaient présentes déjà au club, ça je tiens à le dire. Vous l'avez dit, ils font confiance à la structure actuelle du club. Ça. En tout cas, on dirige à Liège. Oui, c'est ça. En tout cas, vraiment aux personnes déjà qui étaient là, on a vraiment des experts, j'ai pas peur de le dire, dans les différentes matières, que ce soit dans l'organisation des matchs, etc. À l'académie aussi, on a beaucoup de chance d'avoir des personnes très compétentes au Standard dans le personnel.
Voilà, on a un peu changé la structure. Il y a tout le volet financier. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup changé. En termes de suivi, on a mis en place une procédure budgétaire beaucoup plus précise par département. Donc c'est là que ont lieu les principaux changements dans la gestion plus du volet entreprise, donc la fixation d'objectifs, la fixation de budget, etc., qui s'est vraiment modernisée ces derniers mois. Mais après, à part les contacts qu'on a avec les autres clubs de manière régulière, il n'y a pas eu un grand bouleversement, mais il y a plus eu une forme de continuité au Standard ces derniers mois. Voilà les réponses de Pierre Loct à Stéphanie Dewey. Autre question, Didier? Une autre question, mais quel type de joueur manque-t-il à Liège pour progresser encore en D1B? Donc j'imagine que c'est fatalement pour Jean-Paul, et on va refaire la précaution d'usage. Liège n'y est pas encore. Hein. Leçon bien retenue, c'est Schitz. Mais première chose que j'ai envie de dire, c'est que il y aura, et toujours dans cette hypothèse où nous montons, une forme de confiance aux joueurs qui ont atteint l'objectif. Hein. On a non seulement un bon noyau, mais il n'est pas uniquement bon sur le plan footballistique, il l'est aussi sur le plan humain, il l'est aussi sur le plan du contact avec les supporters. C'est un bon groupe dans tous les sens du terme. Et donc, en tout cas, il ne faut pas imaginer que si la montée est au bout du chemin, on fait table rase et on repart à zéro. Ce ne sera pas le cas. L'ossature, elle est là. Et sans doute, comme on dit dans ces cas-là, un joueur expérimenté par ligne, hein, c'est une expression un peu stéréotypée, mais qui dit ce qu'elle veut dire. Oui, il y aura des ajustements, il y aura peut-être à gauche, à droite un peu d'expérience nécessaire à des positions clés, mais je pense que l'ossature, elle sera là. Et en tout cas, c'est très agréable d'avoir un groupe qui non seulement footballistiquement mais humainement est un groupe sain avec des gars bien. C'est juste ça. Et alors s'ils étaient bien sans savoir jouer au football, ben là il faudrait évidemment en parler autrement. Mais comme en plus ils jouent bien, ben je pense que l'ossature elle est là. Voilà, c'était une question d'Alain Gérard Krupa, ancien échevin de Neupré et sans doute supporter du RFC Liège. Une question de Maëva Morinville à vous deux, Pierre et Jean-Paul. Quid des contrats à échéance des joueurs? Par exemple, Chimirot qui arrive en fin de contrat au Standard. On a pu lire dans Bonne Presse que s'il diminuait ses prétentions salariales, il était bien entendu bienvenu qu'il reste au Standard, par exemple. Oui, voilà, il y a différents dossiers. Les fins de contrat, ça a été une problématique cette saison, oui. Qu'on a connue. Mais non, voilà, c'est au cas par cas. On est en discussion avec les différents joueurs concernés. Je pense qu'il y a la volonté du club, mais il y a aussi la position du joueur. Voilà, nous ça concerne principalement deux joueurs aujourd'hui, qui sont des joueurs qui ont, on va dire dans la carrière type d'un joueur qui arrive à un moment peut-être où ils vont négocier leur dernier ou un de leurs derniers contrats. Donc voilà, nous on est en discussion avec eux. Il y aura ce que le club propose. Et puis il y aura ce que le joueur peut aussi avoir ailleurs, parce qu'il est à ce moment-là dans les 6 derniers mois de son contrat, donc il a la liberté de discuter librement avec les différents clubs qui seraient intéressés, donc on verra, mais en tout cas les discussions sont en cours et il y aura pas d'issue dans les prochains jours sur ces dossiers-là. C'est quelque chose qu'on prend le temps de discuter avec les joueurs concernés dans une certaine sérénité. Donc ça concerne Goshko Chimirot et Noé Dussen? Oui, c'est aujourd'hui les deux joueurs qui sont dont les contrats arrivent à échéance au 30 juin. Et voilà, avec lesquels on verra la situation à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est des joueurs qui ont rendu des précieux services au club. Ça, de toute façon, ce ne sera pas oublié. Mais on verra ce qui se présente pour eux et ce qui est opportun à faire pour le club aussi. Jean-Paul? Mais nous, on est d'autant moins pressés qu'on n'est donc pas encore sûr de la division dans laquelle on évoluera. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un plan de 2 ans pour monter. Oui. Nous sommes dans la 2e année, donc il y a un certain nombre de contrats qui arrivent à échéance au terme de cette saison.
C'était voulu comme cela depuis le début. Je vous ai répondu à la question, si on montait, l'ossature elle est là, donc il y a un certain nombre de ces contrats qui seront renouvelés et à des conditions compatibles avec le monde professionnel. Oui. Je n'aborde pas, si ce n'est pour mémoire, la question de si on ne monte pas, où là il est vraisemblable aussi qu'un certain nombre de joueurs tenteront leur chance ailleurs. Mais nous on trouve normal l'échéance des contrats puisque c'était un plan de 2 ans pour monter et que dans ce cadre-là, de façon ordonnée, dès que les choses seront un peu plus claires, on fera ce qu'il faut pour la saison prochaine. Les joueurs savaient de toute façon à quoi s'en tenir dans ce projet de 2 ans. Oui et non. Pourquoi est-ce que je dis oui et non? Parce que dans le foot, la vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain. Donc, oui. On peut en effet changer de plan de 2 ans chaque année dans le football. Mais en l'espèce, nous non. Et donc oui, chacun sait depuis le début de cette saison que c'est cette saison-ci qu'il faut le faire. Sinon, de toute façon, on ne fait pas juste l'année prochaine un remake de cette saison-ci. Ça, c'est clair pour tout le monde. Voilà, donc Raymond de Recourt demande donc à Jean-Paul Lacombe si Liège monte en division 1. On n'y est pas encore 2 fois. Où le club va-t-il construire ce nouveau stade? Sur le site des Ardentes ou ailleurs? Donc, si on monte en D1B, on reste évidemment dans le petit stade actuel tel qu'il a été transformé. Je le précise pour éviter tout malentendu parce que on a aussi entendu circuler qu'à ce moment-là, on irait à Saint-Tron, etc. Mais non, on reste dans ce qu'on appelle entre nous le petit stade de Recourt. Et par contre, la construction du grand stade pour monter en D1A, c'est sur la parcelle qui se trouve juste à côté de notre petit stade actuel, mais de notre côté, pour le dire comme ça. Donc le terrain des Ardentes, il y a des collaborations évidentes avec les Ardentes pour les parkings, etc. Mais le terrain des Ardentes restera aux Ardentes et ce n'est pas là-bas que se construira le grand stade. Alors Joël de Liège, elle, se demande toujours, même si vous en avez déjà parlé un peu, Pierre Locke, pourquoi le Standard s'est-il séparé de Raska et d'Amala, 2 joueurs qui possédaient l'ADN du Standard? Sur la deuxième partie de la question, je suis pas sûr que tous les supporters seront d'accord, en tout cas pour les 2 joueurs. Mais oui, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée en effet ces dernières semaines et derniers mois. Voilà, on dit toujours le Standard c'est séparé, c'est symptomatique. C'était une rupture de commun accord. Je peux vous confirmer, les documents sont signés en ce sens. Donc voilà, c'était tout simplement des joueurs qui arrivaient dans leur dernière année de contrat, qui avaient déjà aussi presté un certain nombre de saisons au Standard, qui je pense s'étaient fait remarquer et attirer l'intérêt d'un certain nombre de clubs. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il était quelque part un peu inéluctable que ces joueurs-là quittent le club au mois de janvier, à partir du moment où leur volonté première n'était pas de prolonger au Standard. Et ce qu'on respecte, ce qu'on peut comprendre, c'est la liberté de chacun. Donc voilà, à ce moment-là, on a essayé de les convaincre de rester, on n'y est pas parvenu. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, mais on a fait de notre mieux. Et puis à partir de ce moment-là, je pense que c'était préférable pour tout le monde de trouver une issue au travers d'un transfert, ce qui a pu se faire de nouveau en bonne entente. Et donc voilà, c'est vrai que ces joueurs-là ont apporté beaucoup, mais aujourd'hui, une nouvelle page est en train de s'écrire avec des joueurs qui sont à 100% concernés par le projet du Standard et qui ne sont pas dans l'idée de vouloir passer un cap dans leur carrière, même si de nouveau c'est tout à fait respectable, mais c'était simplement le timing qui se mettait comme ça. Le club de Liège a-t-il déjà reçu des offres d'investisseurs étrangers? Et qu'est-ce qui a été répondu? C'est Vincent de Liège qui pose la question. Je peux court-circuiter la deuxième partie parce que des offres, non, jamais. Des contacts, des gens qui viennent nous renifler, des gens qui passent faire un tour, y compris parce que la réputation des clubs belges avant la vente du Standard, c'était de coûter 1 euro parce qu'ils étaient au bord de la faillite, et donc ils viennent voir si pour 1 euro, il n'y a pas quelque chose à faire. Mais par contre, des gens qui, après première discussion, se rendent compte que notre projet, c'est pas ça et qu'il y a une triple exigence de sérieux, le sérieux de la personne, le sérieux de ses moyens financiers, le sérieux de son projet. Mais on n'est jamais allé jusqu'à quelqu'un qui disait « je considère que je remplis ces 3 conditions et voilà une offre liante ». Donc nous n'avons jusqu'à présent non plus jamais répondu à des offres qui ne nous ont pas été faites. Il y en aurait une?
on l'étudie à Liège, clairement, où il n'est pas question de passer sous pavillon étranger. Non, il est clair qu'on l'étudie à la lumière des 3 critères que je viens de mentionner. C'est pas la nationalité, Pierre le disait tout à l'heure et je suis d'accord avec lui, c'est pas la nationalité d'un investisseur qui compte, y compris parce que il y a des investisseurs belges qui ont raté leur coup dans des clubs et il y a des investisseurs étrangers qui l'ont raté aussi. C'est pas la nationalité qui détermine ça, hein. Ce sont des Chinois qui ont mis Roulers en faillite, des Indonésiens qui ont mis Visa en faillite, des Égyptiens qui ont mis Lirs en faillite. Enfin, on peut continuer. Il suffit pas d'être riche et étranger pour réussir. Par contre, inversement, il suffit pas d'être belge pour réussir non plus. Il y a tout. Il s'avère juste qu'il y a sans doute de bons investisseurs et de moins bons investisseurs. Alors nous, très humblement, puisque des gens ont déjà fait cette expérience-là beaucoup plus souvent que nous, nous on dit 3 choses. Il faut que la personne soit sérieuse, ou en tout cas donne les garanties de sérieux, que ses moyens soient sérieux, parce que si c'est pour faire la même chose que nous, alors ça on peut continuer à le faire nous-mêmes. Et troisièmement, il faut que le projet soit sérieux. Et quelqu'un qui nous dit pas de souci, j'ai une académie quelque part et je vous amène les 20 talents de demain, ou je mets 40 joueurs sous contrat chez vous, c'est le cas à Lommel, nous dit-on, etc. Bon, voilà, ça c'est pas nécessairement notre modèle, et je suis pas sûr qu'en disant ça, je parle juste au nom des 12 actionnaires du Football Club liégeois. Je pense que le public n'aimerait pas non plus qu'on lui dise vous êtes maintenant un parking sur lequel on vient mettre quelques joueurs en attendant qu'ils trouvent preneur ailleurs. L'âme d'un club, c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien. Mais donc, c'est une longue réponse à votre brève question. Si ces 3 critères sont remplis, évidemment qu'on discute, et évidemment que l'intérêt d'un club passe de loin avant l'intérêt de sa direction. Alors, une dernière question d'un spectateur, Jean Dougré. Avant la conclusion, le bourgmestre de Liège envisage de faire payer au club de football les policiers qui assurent leur sécurité. Êtes-vous d'accord ? Bonne question. Oui, on a entendu, on a eu des échanges, en tout cas en ce qui nous concerne, avec le bourgmestre dans ce sens-là. Je pense qu'il y aura encore des discussions qui doivent avoir lieu, parce que là aussi il y a une question juridique, évidemment. Voilà, la sécurité lors des événements, il y a une partie qui revient à l'organisateur, il y a une partie qui revient, je pense, aux autorités publiques, que ce soit des matchs de football ou d'autres événements. Donc il faut voir ce qu'il y aura au juste derrière, mais je pense que c'est des discussions qui doivent avoir lieu de manière sereine avec les autorités. Nous aussi, on regarde toujours aussi pour voir dans quelle mesure on peut minimiser les coûts liés à la police par certains types d'organisations. On a eu ce débat-là lors du lancement de l'équipe U23 en 1B, puisqu'évidemment, ça pouvait engendrer des coûts supplémentaires au niveau de la police. On a tout mis en place pour que cela soit réduit au minimum, et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, aujourd'hui, c'est des discussions qui doivent potentiellement encore avoir lieu et qui, je pense, se passeront de manière sereine avec les autorités liégeoises. Mais voilà, il n'y a rien d'imminent, je pense, à ce niveau-là. Alors on va conclure avec la question des regards croisés. Que pense Pierre Loct, CEO du Standard, du RFC Liège, bientôt en D1B? C'est une question délicate aussi. À titre personnel, je suis assez positif par rapport à ce qui est fait là-bas. Je pense qu'il y a un projet très sérieux qui est mis en place. Sans en connaître les détails, je sais qu'aujourd'hui il y a Pierre-François qui est aussi actif dans le club, qui m'a engagé à l'époque au Standard de Liège, donc c'est assez particulier quand même. Et je personnellement, même si je sais que c'est prendre un certain risque de dire cela vis-à-vis des supporters, j'aimerais bien un jour pouvoir connaître ces derbys-là, parce que moi je les ai pas connus étant trop jeune. Ou en tout cas j'en ai pas un souvenir précis, allez, tout le monde en parle avec un tel engouement, avec les étoiles dans les yeux, et je pense que le football se nourrit aussi de ces rivalités-là, de ces rivalités historiques, et je pense que ce serait magnifique pour Liège en général que ces derbys puissent revivre. Donc je souhaite que ce beau projet qui est mis en place puisse se concrétiser, parce que je pense que ce serait un résultat mérité d'un gros travail qui a été réalisé au RFC Liège. Jean-Paul? Par rapport à votre question précédente qui n'est pas arrivée jusque chez moi, un club de football, il apporte des charges à une communauté. Oui.
police, nettoyage, enfin, etc. Il amène aussi énormément de positifs. Chaque club doit essayer d'être un fournisseur net à la communauté dans laquelle il évolue. On nous parle parfois des 20 hooligans du football club liégeois. Ils existent, on peut pas nier leur existence, mais je voudrais qu'on nous parle plus souvent de nos 600 jeunes. Les 600 contre ou face aux 20. Et donc, nous nous battons pour être un fournisseur net à la communauté liégeoise, avec des milliers de personnes pour qui nous fournissons aussi du lien social, avec ces centaines de jeunes à qui nous fournissons une activité et donc une partie de leur éducation citoyenne, etc. Et je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut situer le problème de la prise en charge des frais de police, qui n'est que une partie du problème. Ça, c'est un des coûts d'un club à la communauté, mais il y a tellement d'apports que, de façon générale, je crois que l'appréciation doit être, est-ce qu'un club est un fournisseur net de bien-être à sa communauté ou pas? Et nous, on essaie de l'être. Et quand je dis nous, on essaie de l'être, c'est pas par opposition à mon voisin, c'est par opposition peut-être à d'autres clubs où on serait moins attentif à cela. Par rapport à la deuxième question et à ce que je pense du Standard, moi, je n'appartiens pas à la catégorie de liégeois qui considère que le football club liégeois se porterait mieux si le Standard se porte moins bien. Et je n'appartiens pas à la catégorie de liégeois qui considère qu'on peut, par exemple, être fier de notre ville et vouloir qu'elle rayonne à l'international, tout en espérant que le seul club qui est actuellement en mesure de disputer une Coupe d'Europe ne le fasse jamais. Ça me semble juste inconséquent. Donc, je ne serai pas demain avec une écharpe rouge et blanc au Standard, mais par contre, je ne considère absolument pas que le football club liégeois se portera mieux si le Standard se porte mal. Donc, toute ma sympathie au projet et à la façon dont, à l'extérieur, le Standard est tout à fait perçu comme un club liégeois, et avec parfois les inconvénients qui vont avec. Et je pense, je le signale au passage, que le rôle que Pierre Locht peut jouer au conseil d'administration de l'Union belge de football au nom d'un des porte-drapeaux du football wallon est très important. Nous avons une fédération belge qui est peut-être, n'obligerai pas les uns les autres à se positionner là-dessus, leur position est peut-être plus délicate que la mienne, mais qui est peut-être de moins en moins belge et en tout cas de moins en moins wallonne et de moins en moins francophone. Il y a là-bas un combat à mener, et c'est un vrai combat, y compris pour le respect minimal. Nous, on l'a vu l'année dernière dans l'affaire d'Inder, certains ont considéré qu'un club wallon était un paillasson sur lequel on pouvait s'essuyer les pieds. Ça doit être terminé. Il y a donc un respect à regagner, et le rôle que le Standard et ses dirigeants peuvent jouer dans ce combat, il est primordial. Donc rien que pour cela, il faut au moins le soutien minimum de dire il y a un vrai combat à mener, et de grâce, menez-le, et si possible, nous arrivons et nous vous aiderons à le mener. Pour soutenir. Merci en tout cas Pierre Locht, CEO du Standard. Merci Jean-Paul Lacombe, président du RFC Liège. Merci Didier Schintz, journaliste sportif Sudinfo Sport, de nous avoir accompagnés durant cette heure pour le Facebook Live de la Maison de la Presse et de la Communication de Liège. Bonne soirée à toutes et à tous.